Bonjour Guetta Kalomba. Bonjour Mohamed. Bienvenue à African Dream. Merci. Si African Dream démarre avec vous en premier, c'est parce que vous le méritez. Ne serait-ce que par cette devise de vie que vous affichez sur votre profil LinkedIn. Rêver, oser, créer. C'est une devise de vie qui rejoint parfaitement African Dream. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. C'est un leitmotiv, Mohamed. En fait, je me suis rendu compte que, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et je suis ravie d'y répondre parce que je me suis rendu compte que, d'abord, rêver, c'est un pouvoir. Et qu'il faut l'exercer, ce pouvoir. C'est la vision qui crée tout. Et après la vision, il faut mettre le premier pas. Donc, c'est oser. Parce qu'il faut du courage pour ça. Et quand on ose, on met un pas puis un deuxième. C'est le début du processus de création qui, demain, peut se transformer en concret, en rêve et en développement. Mais le rêve est lié chez vous à l'action. Et African Dream chez vous, c'est plutôt un Moroccan Dream. Hein. Vous êtes congolaise de la RDC. J'imagine, jeune diplômée il y a 15 ans, il y avait énormément de questions posées. Et est-ce que c'était facile de répondre à cette question du choix de l'ailleurs? Alors, le choix de l'ailleurs ne s'est jamais posé pour moi parce que c'était une évidence. La richesse, je la trouve dans l'autre. J'ai baigné dans cette culture, j'ai eu la chance d'avoir une famille très ouverte, d'avoir fait toute ma scolarité dans cet environnement multiculturel à partir de chez moi à Kinshasa. Donc l'ailleurs, c'était la nécessité de se retrouver soi dans le regard de l'autre. Et c'est cet appel que j'ai ressenti quand, pour la première fois, il y a 16 ans maintenant, j'ai posé le pied au Maroc, d'abord en 16 ans déjà. 16 ans, presque une vie qui équivaut à l'âge adulte. Et quand j'arrive pour la première fois au Maroc, je ressens comme un appel, comme une évidence. Je me dis à ce moment-là, je suis très jeune, je prépare mon bac et je me dis, il y a quelque chose qui va se passer pour moi ici, je reviens l'année prochaine. Je me rappelle qu'à l'époque, je suscite la curiosité. Mais je vous dis, ça s'est passé de manière aussi spontanée que ça. Et c'était le début d'une belle histoire. Une fois votre diplôme en poche, vous avez opté pour le salariat. Et parmi les entreprises que vous avez choisies, il y en a une qui vend des produits LED. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Alors oui, effectivement, c'est une société qui a été la dernière avant le début de mon parcours entrepreneurial. Et cette société-là, elle s'est fait... j'ai travaillé là-bas en fait... D'abord à la direction commerciale, pour ensuite prendre la direction générale. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai une vraie expérience de management. Avant ça, j'avais touché à différentes fonctions dans l'entreprise, toujours axée sur mes compétences clés, donc le développement commercial, mais également la gestion du capital humain, où je suis formée, donc j'ai 2 masters dans ces domaines-là. Et puis, quand je prends ce poste que j'occupe jusque 2020, j'apprends et je développe le goût finalement de porter ma propre vision. Et c'est ça qui va finalement me décider à aller vers l'entrepreneuriat. Et était-ce facile de faire les premiers pas? C'est très difficile de sortir du salariat pour tenter l'aventure entrepreneuriale. C'est vrai que ce n'est pas forcément le plus simple, mais j'ai toujours eu une fibre très indépendante. Je suis moi-même issue d'une famille d'entrepreneurs. Mon père est entrepreneur. Je suis née, je suis tombée dans la soupe dès la naissance. Et donc, le monde de l'entreprise, ça a toujours été mon univers. Partant de là, prendre l'initiative de suivre mon propre chemin était très simple. Et ça, je pense que c'est mon côté osé que vous avez décrit tout à l'heure. Oser et créer. Absolument. Et dans cet esprit créateur, où il y a beaucoup de positivité, beaucoup d'espoir, vous avez créé une première entreprise, puis une deuxième, puis une galerie. Oui, effectivement, je suis maintenant quelqu'un qu'on peut définir comme une serial entrepreneur de fait. Je suis à la base, donc en sortant du monde de l'entreprise, allée vers le conseil. Donc j'ai un cabinet qui s'appelle Project Consulting et qui lui vraiment se positionne comme accompagnateur sur les opportunités de développement d'affaires, qui est actif entre Kinshasa et Casablanca. Et à côté de ça, bien évidemment, vous avez parlé de la galerie que nous avons fondée il y a maintenant un peu plus de 6 ans avec mon époux et qui, elle, se spécialise dans la promotion d'artistes de tout le continent et des diasporas. Donc on fait de l'art contemporain africain,
la promotion de ce que ça représente dans ces différentes formes. Et aujourd'hui, sur le plan, encore une fois, entrepreneurial, je suis en train de lancer le premier concept store qui va être 100% dédié à la mode et au lifestyle Made in Africa à Casablanca. Ou la place de l'artisan. Hein. J'ai vu des images de vous avec une femme qui est en train de fabriquer un tissu traditionnel, etc. La place, la touche africaine sera fortement présente. Ce sera le cœur de l'esprit de la curation du concept store. En fait, c'est simple, on a un pléthore de savoir-faire en Afrique et ces savoir-faire sont très souvent valorisés, mais localement. Et moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de me servir de mon recul de ces 16 ans où j'ai vu le Maroc se transformer en hub, en plaque tournante qui rassemble aussi les Africains chez eux, mais aussi qui invite le monde à découvrir ce visage de l'Afrique. J'ai envie de me servir de cette plateforme-là pour mixer ces savoir-faire, les amener au plus proche du public et surtout mettre en valeur des marques et des designers qui les remettent au goût du jour, parce que je trouve que la création en Afrique, elle est foisonnante. Et c'est cet héritage-là qui est modernisé que j'ai envie de promouvoir aujourd'hui. C'est votre force de médiatrice. En cette occurrence, comme dans d'autres, hein, quand vous amenez des entrepreneurs de la RDC voir ce qui se fait au Maroc et vous leur faites découvrir un peu le pays, mais aussi des hommes d'affaires, etc. Est-ce que ce genre de rencontre débouche sur un début de quelque chose, de concert entre Marocains et Congolais, par exemple? Complètement. Alors, je vais vous parler d'Affaires d'essai. Affaires d'essai, c'est une association professionnelle que nous avons montée en 2018 avec un constat simple, c'est que la première des choses que nous devions faire pour rapprocher les écosystèmes en Afrique, c'était d'abord mieux se connaître. Donc, il fallait créer des synergies et des ponts. Et étant basé au Maroc et originaire de la RDC, actif sur les deux terrains professionnellement, on se disait il faut qu'on arrive à faire en sorte que les écosystèmes d'affaires se rencontrent. Ça a été un travail de longue haleine, ça a été des petites victoires. Et puis, effectivement, aujourd'hui, on peut être fier du fait que cette vision à l'époque s'est transformée en appétit aujourd'hui, qui a permis à de nombreux ponts de se créer, que ce soit des partenariats comme celui qui vient d'être signé à l'occasion de la dernière mission économique que nous avons organisée avec Affaires d'essai en 2024. On a eu l'occasion d'orchestrer, d'accompagner la signature du tout premier accord entre le patronat marocain et le patronat congolais. Donc ça, clairement, c'est pour moi le début de quelque chose de grand parce que c'est en train de mettre le pied à l'étrier pour une multiplication de dynamiques de partenariat, d'investissement, d'intérêts mutuels. Et ça, je pense que c'était nécessaire et c'est encore nécessaire de l'entretenir et d'accompagner justement les hommes et les femmes d'affaires dans ce sens-là. Vous êtes une afro-optimiste, une africaniste convaincue. Absolument. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens qui regardent toujours l'Occident comme le modèle. À quoi est dû ce déficit de conviction en notre continent? Sachant qu'au Maroc, ce qui nous porte réellement, c'est cette vision royale où l'Afrique est fortement mise en valeur. Alors clairement, je pense que vous avez parlé de quelque chose qui est fondamental, vous avez dit vision. On revient toujours à ça. Il y a un déficit clairement d'image de marque quand on parle du continent. Et ça vient de plusieurs facteurs. Ça vient de facteurs historiques. Quand on regarde un petit peu l'évolution du continent, on est passé par différents contextes géopolitiques, économiques, qui ont fait que l'Africain a perdu confiance en lui-même, en son prochain, et surtout plus gravement en sa capacité à transformer son écosystème pour l'amener vers ce qu'il veut obtenir de l'avenir. Et je pense qu'il y a des raisons très légitimes à cette situation. Néanmoins, je pense que ça ne doit pas être une fin. Je dis toujours, il ne faut pas que la maladie du constat soit éternelle. Une fois que nous avons fait les constats que nous devons faire pour être ancrés dans notre réalité, il est important de se rendre compte que l'Afrique ne sera jamais qu'aux Africains.
Donc c'est à nous de prendre conscience que s'il y a problème ou péril en la demeure, nous devons être les premiers acteurs de ce changement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un déficit d'image et je trouve que être afro-optimiste, c'est presque être réaliste. C'est avoir conscience qu'il est urgent que chaque personne œuvre de manière à apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, dans ce sens-là, c'est important pour moi de communiquer le bon message à chaque fois que c'est possible, à la fois sur le continent, mais également en dehors. Et ce bon message, je pense qu'il faut le communiquer en montrant le bon exemple aussi. Je sais que vous êtes très proche des jeunes. Vous avez même rassemblé quelques-uns porteurs de projets dans votre pays pour les motiver, pour les aider. Vous avez pu leur obtenir des aides financières. C'est salutaire, c'est très bien. Mais est-ce que ce genre de discours positif, optimiste, etc., parvient à ces jeunes qui, malheureusement, on continue de le voir, chaque jour, l'actualité est marquée par des migrants qui se perdent en mer, etc. Je pense que oui, le message parvient. Je pense que les jeunes aujourd'hui ont quelque chose de formidable qui est en train de se passer sur tout le continent, mais c'est aussi la génération qui le veut, c'est qu'ils ont une soif de transformation. Le monde est en train de se transformer. Je pense que la jeunesse africaine n'est pas déconnectée de cette urgence de transformation. Et donc, du coup, ça permet un momentum important qui laisse effectivement la place à des actions, comme vous le dites, aux côtés de ces jeunes-là, pour leur donner plutôt des outils. Parce que le désir de changement, croyez-le, que même ceux qui vont dans la Méditerranée, c'est le désir de changement qui les pousse à partir. Ce qu'il faut changer, c'est les options qu'ils ont. Leur faire comprendre que les options de changement qu'ils ont commencent par eux-mêmes, commencent sur place. Mais pour que ça puisse être une réalité et pas un discours un petit peu creux lorsqu'on n'est pas dans les mêmes circonstances, il faut aller vers eux, sur le terrain, à leur côté. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire, notamment avec ces initiatives que vous venez de citer. Et non seulement aller vers eux, mais c'est de leur apporter de la compétence, de leur apporter une réflexion stratégique, de les écouter d'abord aussi autour du projet de vie qu'ils veulent nourrir, parce qu'il n'y a pas une seule façon de réfléchir, de réussir. On ne réussit pas que derrière un bureau, on ne réussit pas qu'à la tête d'une multinationale. On réussit aussi lorsqu'on nourrit son pays, quand on est face à des défis d'autosuffisance alimentaire aussi importants que ceux que l'Afrique peut connaître pour beaucoup de pays. Et donc ça, aujourd'hui, je pense que c'est arrivé à regarder cette jeunesse, à lui dire qu'il y a des exemples qui sont concrets et qui peuvent l'inspirer, et puis à l'accompagner en partant de ces réalités pour lui donner les outils de se réaliser. Inspirante, vous l'êtes, vous essayez de contaminer par votre force, votre dynamisme, votre faculté à créer de multiples choses, cette jeunesse. Est-ce qu'il y a entre jeunes de la RDC, du Maroc, des jeunes que vous rencontrez d'autres nationalités au Maroc, cette prise de conscience de la nécessité de changer par nous-mêmes? Ah oui, je pense que oui. Je pense que clairement, la prise de conscience, je la vois dans tous les écosystèmes dans lesquels je passe. Je vois ce besoin de quelque chose de déjà amorcé. En fait, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de parler du futur, on est en train de parler de ce qui se passe. Exactement. On est en train de parler des milliers d'initiatives, mais des profils comme moi qui sont convaincus que quelque chose est en train de se faire et qui le font au quotidien, il y en a, mais pléthore. Et je crois que le vrai défi, c'est d'en parler. C'est de montrer qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, parce qu'il y a une forêt d'initiatives. L'Afrique est belle, riche, elle est déjà en train de se transformer, elle est déjà en train d'innover, elle est déjà en train de faire des choses qui doivent être promues. Et c'est ça un petit peu, moi, mon défi aujourd'hui, c'est que je m'adresse, que ce soit dans le business, que ce soit dans l'art ou dans la mode, la culture de manière générale, je m'adresse aux créateurs de valeur. Et ma posture vis-à-vis de ces créateurs de valeur, c'est de se dire, quel est le message, quel est la valeur que vous voulez apporter justement à l'Afrique, mais aussi au-delà, parce qu'on est ancré aussi dans cet univers globalisé. Et comment est-ce qu'on fait pour atteindre cet objectif? Et là, je reprends ma casquette de consultante et je regarde comment est-ce qu'on décline concrètement en chaque projet pour arriver justement à, d'une part, créer des actions qui mènent à des résultats,
D'autre part, créer, semer des graines pour avoir d'autres personnes qui prennent la relève ensuite. Et on le voit bien au Maroc, il y a des choses qui tirent le rêve vers le haut. La Coupe du Monde 2030. Et vous avez bien vu que même dans notre logo, nous l'avons intégré comme élément de rêve. Alors, ce genre de projet fédérateur, mobilisateur, dont tous les Marocains parlent, etc., comment pourrait-il être porteur aussi d'espoir pour le reste de l'Afrique? Je pense que d'abord, ce type de projet répond à un objectif, c'est mieux se connaître les uns les autres. Quand on se connaît, on arrive à appréhender ce qui rapproche. Et donc, à partir de là, c'est les synergies, les idées qui peuvent se mettre en place. Et puis, de manière économique, c'est des projets qui génèrent énormément d'opportunités. Donc, ça laisse la place à beaucoup de choses, de projets. Il y a des villages africains qui vont se mettre en place. Il y a des projets directement liés aux industries créatives qui vont se mettre en place. Il y a des opportunités au niveau des infrastructures d'accueil, d'hébergement, etc., qui vont se mettre en place. Et ça renforce ce sentiment d'un but collectif. On revient justement à la Coupe du Monde et ce parcours formidable qu'a fait le Maroc. Le Maroc n'était pas tout seul. Le Maroc était porté tout un continent. Et ça prouve aujourd'hui qu'il y a déjà toutes les bases qui demain vont faire la transformation. Il y a le virage que l'Afrique doit prendre sur la transformation digitale, que le Maroc aussi a déjà entamé. Il y a les défis climatiques auxquels l'Afrique peut être un réel facteur de réponse. Je suis originaire de la RDC où nous avons le deuxième plus grand poumon planétaire après l'Amazonie avec la forêt équatoriale. Donc je pense clairement que les opportunités sont là. Ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir mettre en place des initiatives au niveau à la fois institutionnel, public, mais également privé, pour pouvoir convertir. Je crois que c'est notre défi. Comment est-ce qu'on convertit beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus d'efficacité les projets qui répondent aux besoins de nos populations? Les éléments que pourrait apporter par exemple l'intelligence artificielle, que certains craignent, pourraient être un élément accélérateur de développement selon vous? Je pense que l'intelligence artificielle est un accélérateur. Comme toutes les transformations, elles arrivent avec un facteur de risque qu'il faut pouvoir appréhender. Alors clairement, aujourd'hui en Afrique, on doit avoir d'abord les moyens de notre politique. Encore faut-il que notre jeunesse, qui représente plus de 70% de notre continent, puisse avoir la connectivité, qu'elle puisse être formée, qu'elle puisse faire de cet outil-là un facteur qui va combler le gap et non pas un facteur qui va accentuer le gap. Ça, c'est la responsabilité effectivement des politiques publiques pour s'assurer que si il y a une mise à jour qui doit être faite sur la formation notamment de nos jeunes, qu'elle soit axée sur les nouvelles compétences et j'ai même envie de dire les compétences de demain. Il faut vraiment des plans stratégiques qui intègrent les transformations mondiales qui arrivent pour faire en sorte que nous, on ait des impulsions de croissance dans ce sens-là. Vous l'avez déjà dit, c'est aujourd'hui, il faut le bâtir, faut créer, il faut oser, hein, comme vous le répétez souvent. J'ai quand même envie de vous poser une question concernant principalement les femmes en Afrique. Quelle place pourraient-elles avoir dans ce processus de développement? Parce que parfois, ils sont les grandes oubliées des actions de développement. Je dirais qu'il y a une réalité qu'il faut prendre en considération. Quand on regarde l'Afrique de manière générale et particulièrement l'Afrique subsaharienne, il y a un chiffre, c'est qu'on est le premier continent qui entreprend au niveau féminin. Pour une raison évidente, c'est de l'entrepreneuriat pour des besoins de subsistance. Donc ce sont toutes ces femmes qui ont des petits commerces et qui produisent à leur niveau. Et donc ça, c'est une réalité qui est souvent cachée derrière effectivement le déficit de l'image. On revient encore à ça. Mais la réalité est que la femme africaine est entreprenante et que la femme africaine, à l'instar de celle que vous aviez évoquée et que j'ai dans mon concept store, dans une de nos artisanes, c'est elle qui porte souvent finalement le développement et les ressources familiales. Donc cette femme africaine aujourd'hui, elle doit être adressée en tant que partie intégrante de la transformation de notre continent. Comment?
parce qu'il faut qu'elle passe du commerce de subsistance à des commerces de développement, de croissance. Et donc, il faut des ressources financières, il faut une formation accentuée. Et il y a des exemples. Aujourd'hui, moi, je suis très fière de pouvoir avoir pour la première fois dans notre pays, la RDC, une femme première ministre. Donc, il y a des exemples très concrets qui montrent que toutes les couches de la population de la femme africaine, il y a des transformations qui sont en cours. Mais l'appareil juridique, légal, économique doit aller dans le sens d'accompagner ce qui est déjà en train de se faire. African Dream donne toute sa place au dream, au rêve. Alors, quel serait votre rêve pour l'Afrique? C'est que l'on puisse voyager de bout en bout sans visa, que l'on puisse au moins faire voyager des produits. Maintenant, c'est un livre, quand il voyage en Afrique, il devient au bout de la chaîne très cher. Quel est votre rêve, en fait, pour l'Afrique? Moi, j'ai un seul défi et un rêve en particulier, et c'est un défi pour moi. C'est véritablement, comme vous disiez tout à l'heure, que chaque Africain, chaque jeune Africain se rende compte qu'il est complètement en possession de ce qui peut transformer son destin. C'est mon objectif. Et pour ça, il faut l'accompagner. Il faut qu'il ait des exemples concrets pour se rendre compte que c'est possible. Il faut qu'il ait les outils. Il faut qu'il ait le mindset. Donc moi, mon défi, mon rêve, c'est que la manière dont l'Africain se voit et se vend change et soit radicalement transformé pour aller vers quelque chose de sans limite. Si nous arrivons à faire de notre jeunesse une jeunesse qui est parfaitement équipée, consciente et active pour sa transformation, on change le visage de notre continent. Et ça, c'est mon défi. C'est un défi louable. Et plus encore, vous travaillez chaque jour pour justement rendre ce que vous dites concret, palpable. Et c'est pour cela que nous avons eu raison de vous interviewer aujourd'hui. C'était un plaisir. Pour cette première émission, je tiens à faire ce petit cadeau à nos téléspectateurs. غنسولك بالدارجة شنو هي الرسالة ديالك في هذا الموضوع ديال الحلم الإفريقي؟ أنا بغيت أي ولد أو أي بنت في الأفريق كاملة أول حاجة يعرفوا القيمة ديالهم. ثاني حاجة يعرفوا بأن عندهم الإمكانيات أنه يديروا أي حاجة اللي يبغاو. هادشي كيبدا ب لا كاباسيتي ا ريفي اللي هضرناها ليها و ان ميم طون ماشي بالضروري تسنى شي حاجه توقع باش تبدا باللي كان ان بي ابري لوتر بشويه بشويه عليك وربي يجيب التيسير ان شاء الله. تبارك الله عليك Madame Guetta Kalomba. Merci. Nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup Mohamed. Merci à vous.